Donc 5 personnalités qui vont bientôt me rejoindre ici sur scène et qui font partie d'un collectif, alors collectif, communauté ou groupe, qui s'appelle Latécoère Explorer. Je regarde une personne en particulier, Pierre Elzéar Latécoère, arrière-petit-fils de Pierre-Georges Latécoère, celui qui a tout créé quand même ici. Hein. C'est grâce à Pierre-Georges Latécoère que ce lieu existe et toute cette identité et cette aventure qui s'est déroulée par la suite. Et donc il y a, alors j'appelle ça un collectif, c'est peut-être pas le terme approprié, mais Latécoère Explorer, donc des personnalités qui se réunissent, qui ont en commun cette passion de l'audace et cet héritage de cet esprit pionnier qui est véhiculé par les pionniers ici, mais qui irrigue aussi toute la culture toulousaine fortement, encore aujourd'hui, aéronautique, mais pas que. C'est un état d'esprit qui perdure, et les Latécoère Explorer sont là aussi pour le faire vivre et le perdurer. Donc, ils sont là, dans la salle, ils vont me rejoindre sur scène, et puis on va discuter un peu de ce lien entre eux et l'aéropostale, et puis de ce qu'est l'audace, et puis ce qui serait bien, c'est que, après, vous pourrez poser des questions aussi, sur la manière dont on peut peut-être tous se rendre un petit peu plus audacieux. Peut-être c'est ça en fait la volonté qu'on a, parce que c'est quand même bien vrai qu'on a un peu besoin dans nos vies, dans notre société, il y a plein de défis à relever, et c'est quand même pas mal d'être audacieux, enfin c'est ce qu'on pense en tout cas, je ne sais pas si vous êtes d'accord, enfin en tout cas c'est ce qu'on aimerait pouvoir avancer là-dessus. Donc je vais inviter donc, les 5 personnalités à me rejoindre sur scène, sur cette magnifique photo. Alors Catherine Mounoury, d'abord, Catherine Mounoury qui est alors, multiple championne du monde de voltige aérienne, Jean-François Clairvoy, astronaute, transformant l'espace, pantomimien, Raphaël Donjon, qui est là aussi, alors, éco-explorateur, éco-aventurier, on va peut-être en parler tout à l'heure, avec des tas de projets en tête. Raphaël Donjon. Alors, Laurence de la Ferrière qui est là aussi, Laurence de la Ferrière, alpiniste, alors sans oxygène et tout ça, et qui aussi traverser l'Antarctique, les télescopes qui ont été menés, les télescopes particuliers, on en reparlera, et le parrain de l'envol des pionniers, quand nous avons ouvert en décembre 2018, on a un parrain officiel, il est là aujourd'hui, on est tellement content qu'il soit là aussi, Bertrand Piccard. Alors Bertrand qui est là, aventurier, explorateur, aéropsychiatre. Merci d'être là avec nous aussi. Belle brochette quand même, hein. Belle brochette réunie ici à l'envol des pionniers. Et alors, bon, je vous disais, c'est pas un lieu comme les autres ici, c'est un lieu particulier où des choses particulières ont été faites, avec un état d'esprit qui se poursuit. Alors, c'est la question que je pose en général, parce que quand même, toute cette histoire d'aéropostale, elle a été importante pour chacun d'entre vous, elle vous a fait vibrer, peut-être à des moments différents de votre vie, et elle nous fait vibrer aussi, mais vous particulièrement, et vous en avez fait quelque chose dans votre vie, par les activités que vous avez pu mener. Alors, on peut peut-être commencer par ça, l'aéropostale, Pierre-Georges Latécoère, Saint-Exupéry, les lignes aériennes Latécoère. On commence par Jean-François, tiens, peut-être. Quand est-ce que tu as, pour la première fois, abordé ces sujets, découvert peut-être ces écrits, ces aventures? Est-ce que tu te souviens? C'est enfant, mes parents, les profs, ils nous disaient que quand on serait grand, on pourrait aller en vacances au week-end sur la Lune. Et je les croyais, moi. Je me disais non. Donc il n'y avait rien d'audace là-dedans. Mais c'est en voyant que des êtres humains, des hommes, des femmes, faisaient des choses incroyables et qui me fascinaient. Donc, alors je précise, il n'y a pas que l'explorateur. Parce que Bertrand a inventé le terme s'aventurier. Oui, parce qu'il y a l'exploration qui s'associe à la science. D'ailleurs, on a aussi un autre s'aventurier là-bas. Non. Mais pour l'audace, je voudrais dire juste 2 mots, mais rapides. J'aime bien le discours de Kennedy. On ne le fait pas parce que c'est facile, mais parce que c'est difficile. Et pas juste pour le plaisir, parce que c'est difficile. Parce que c'est difficile, mais qu'on sait que ça a un sens derrière. L'autre façon de le dire, c'est celle du capitaine Kirk. C'est juste aller là où on n'est jamais allé. Oser faire quelque chose qu'on n'a jamais fait et aller là où on n'est jamais allé. Mais de façon générale, je pense que c'est quand vous avez vraiment envie de faire quelque chose qui est un peu inhabituel et que les gens autour de vous essaient de vous dissuader. Non, c'est pas pour toi. Et vous sentez au fond de vous-même, ça a un sens et c'est ce que vous voulez faire, et ben c'est y aller quand même, quoi. Et puis je pense que tous ici, on a tellement de personnes dans nos familles autour de nous, d'amis qui nous ont dit mais non, n'y va pas. Et puis finalement, on le fait quand même.
Donc c'est ce qu'ils faisaient eux aussi, hein, l'impossible, c'était ce qu'on leur promettait, hein, on est dans les années 20, les années 30. Toutes les premières. Ceux qui ont volé en avion pour la première fois tout seuls dans leur avion, ceux qui ont traversé l'Atlantique tout seuls, les premiers cosmonautes, Gagarine, il était tout seul, John Glenn, il était tout seul. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle, ce qu'on nous enseigne nous, le buddy system. Être toujours à deux quand on fait quelque chose à un certain risque. L'escalade, la plongée, le parachutisme. On est toujours minimum à deux à se surveiller. Les sorties dans l'espace, il n'y a plus qu'une seule sortie dans l'espace qui se fait tout seul depuis très longtemps. Donc, effectivement, les vrais pionniers pour moi je ne me considère pas du tout un pionnier, c'est ceux qui ont fait des choses tout seuls en premier, comme Solar Impulse, Laurence à pied toute seule qui va vers le pôle. Enfin, il faut être quand même un peu barge, quoi. C'est la grande différence en fait entre moi et tous les autres, c'est que un astronaute, une fois qu'il a été sélectionné, il est chouchouté, il y a toutes des centaines de personnes qui font tout pour que ce soit très confortable pour lui. On n'a pas d'efforts à faire, d'efforts à chercher, à convaincre des sponsors, à trouver des ingénieurs qui ont des solutions techniques à des trucs nouveaux. Je veux dire, tout est fait et on demande juste d'oser nous asseoir là-haut en haut de la fusée. Donc on est bien explorateur avec notre corps, mais dans un certain confort par rapport à ce que mes amis ici ont connu. Alors il y a cette idée d'impossibilité, et pourtant on le fait, des grandes premières, et cette histoire d'être seul et pas accompagné. Alors bon, le lien avec Laurence de la Ferrière, il est quand même évident, parce que là, pour traverser l'Antarctique, c'est bien seul que ça a été réalisé, et j'imagine que des obstacles, et des découragements, et des tas de choses qui auraient pu s'opposer à ce projet ont existé. Laurence, peut-être, quelle est justement ta vision, ou la manière dont toi tu as abordé ce projet, cette envie, cette audace qu'il a fallu que tu aies pour toute seule. Alors le fait de partir seule, pour moi, c'était l'occasion d'aller à ma propre rencontre et d'essayer de faire émerger des compétences que je ressentais au fond de moi et que je n'arrivais pas à mettre en lumière dans le cadre d'une équipe. En fait, ça a été à la suite d'un échec que j'ai vécu dans l'Himalaya. Et au cours de cette ascension, on était 3. On était très haut, on était sur le sommet sud de l'Everest, à 8700 mètres d'altitude. J'étais la seule sans oxygène, les 2 autres avaient de l'oxygène. Sur les 2, il y en avait un qui avait un masque à oxygène qui a gelé, et donc lui, il n'était pas du tout acclimaté pour poursuivre l'ascension sans son masque à oxygène. Donc il m'a dit, écoute, c'est trop dangereux, il faut qu'on redescende. Et donc je suis redescendue en ayant le sentiment que je passais à côté de la chance de ma vie d'atteindre le sommet de l'Everest sans oxygène. Et après, quand je suis rentrée en France, je me suis dit, finalement, j'ai été influencée par quelqu'un qui m'a dit que c'était trop dangereux. Donc, il faut que je sache de quoi je suis capable réellement, et il faut que je parte seule dans le plus grand désert du monde. Et le plus grand désert du monde, c'est l'Antarctique. Et donc, à travers cette expédition, en fait, je suis allée à la rencontre, comme je disais au début, de ce que je sentais au fond de moi, que je n'arrivais pas à faire émerger. Et en fait, je suis devenue mon meilleur ami. Et c'est quelque chose qui a été en lien avec un très grand sens de liberté, qui m'a permis de revenir après au sein de la société, de travailler en équipe et de restituer ce que j'avais pu acquérir seule, et cette fois de me partager avec les autres. Donc ça a été un cheminement qui a été extrêmement fondateur pour moi. Alors, faire des choses extraordinaires, donc devoir faire preuve d'audace pour faire ces choses extraordinaires, ce que dit Laurence, c'est on va le chercher au fond en trip individuellement, personnellement, finalement. C'est un moyen aussi de mieux se connaître soi-même. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose aussi, Catherine, par rapport à tout ce que tu as pu entreprendre, parce que bon, c'est quand même pas rien non plus, la voltige aérienne et tout ce que ça... Est-ce que aussi une quête individuelle pour arriver à franchir les obstacles? Sans doute plus simple, mais effectivement, j'ai eu la chance que ce soit presque une évidence, parce que j'ai beaucoup lu toute petite et que j'avais aussi une famille, un père qui adorait l'aviation, donc l'histoire de Pierre-Georges Técoère m'a montré que tout était possible, et j'ai toujours avancé sans penser que ça n'était pas possible. Et la recherche de toute cette aviation, de tout ce qu'elle était capable de faire, de ce que j'avais envie de faire, parce que je me rendais compte quand on volait, on n'utilisait pas complètement l'espace, je voulais aller complètement, et en même temps j'avais peur. Donc j'ai toujours lutté contre une certaine inquiétude qui a été pas si facile que ça à dépasser, et que j'ai toujours emmené avec moi. Encore maintenant, le week-end dernier, je volais
en patrouille avec des amis, donc j'ai toujours continué à apprendre plein de choses grâce à tout ça. Et j'avais un petit peu peur avant d'y aller. Je me disais, dans un chien, je ne me suis pas encore débarrassée de tout ça. Mais il y a eu cette quête personnelle dont parlait Laurence, de dépasser tout ça et d'atteindre... chacun, je pense, dans sa recherche personnelle, on va avoir des buts extrêmement différents. C'est pour ça qu'il faut pouvoir avoir, je dirais, cette capacité à penser autrement, de se dire où est-ce que j'ai envie d'aller. Alors ça va être très très différent pour chacun d'entre nous, et de se créer un but et de trouver les étapes, les escaliers, d'une espèce d'escalier initiatique qui va vous amener où vous avez décidé d'aller, qui peut être très très différent, ou essayer d'être le meilleur pilote du monde, mais en même temps pouvoir partager, emmener ce que j'ai pu faire après avec le musée ou l'Aéro Club de France. Et j'ai monté les marches doucement. On en monte une, on en redescend 2 ou 3, mais on ne s'arrête jamais. Et c'est sans doute grâce à des exemples comme ça qui font que je ne me suis pas posé la question. Il fallait continuer, il fallait le faire. Alors, comme moteur aussi, avec individuel, oui, tu parles de peur. Alors, c'est vrai qu'on associe pas forcément. Vous avez fait des choses extraordinaires. Vous avez fait des choses extraordinaires et vous continuez à faire des choses extraordinaires. Et donc, on n'associe pas peut-être forcément ça à la peur. Je me tourne vers Bertrand, car la peur peut être aussi finalement un vecteur ou un moteur pour révéler son audace, l'audace qui est enfouie et qu'on ne va pas exploiter. Moi, j'aimerais répondre en demandant à Nathanaël de venir me rejoindre. Allez, Nathanaël. On applaudit Nathanaël. Ouais, mais tu mens. Tu savais pas que j'allais t'appeler, moi je savais pas non plus. Mais Nathanaël a 12 ans, qui est l'âge où j'ai commencé à rêver d'être explorateur. Il y avait l'exemple de mon père, l'exemple de mon grand-père, l'exemple de tous les astronautes et tous les pilotes d'essai que j'avais rencontrés en Floride, les astronautes du programme spatial américain, Chuck Yeager, Charles Lindbergh que j'avais rencontrés. Et puis j'avais exactement ton âge. Et puis j'avais peur de monter dans un arbre à l'époque. Ben, j'avais le vertige et je rêvais d'être un grand explorateur. Et j'ai vu, à ton âge, une photo qui était prise par le passager d'un Breguet 14. Le Breguet 14 sont des premiers appareils utilisés par la ligne de la TECOR pour aller en Afrique. On voyait la photo prise du siège du passager, on voyait un bout du fuselage, on voyait le biplan avec les fameux croisillons de câbles, les haubans et puis le désert. Et ce matin, j'ai eu la chance de pouvoir voler sur le Breguet 14. Et tout à coup, j'ai vu cette image, exactement la même. Un bout de fuselage, l'aile, biplan, les croisillons de haubans. Et je me suis dit, mais cette image, je l'ai vue et elle m'a fait rêver pendant 60 ans. Parce qu'elle était vraiment forte, cette image. Et tout à coup, je suis là et je me suis dit, mais ça, c'est une image qui m'a fait rêver et je la retrouve maintenant. Et quand j'ai vu Nathanaël tout à l'heure, qui a 12 ans, je me suis dit, il y a un lien extrêmement fort entre toi et moi. Parce que tu m'as raconté tout ce qui t'intéressait dans l'aviation. Il m'a dit, j'ai fait un reportage à l'école sur Solar Impulse parce que je ne voulais pas faire sur un avion banal. Donc je me suis dit qu'on allait bien s'entendre et que peut-être que tu auras la même question dans 50 ans qui sera faite, qui sera posée par quelqu'un sur l'audace, sur la peur, sur les rêves. Et je me demande ce que tu vas répondre. Comme vous, à peu près. Tu veux rester avec nous? Tu veux aller te rasseoir? C'est comme vous voulez. C'est un genou audacieux. Tu peux rester, tu sais, c'est une conférence audacieuse. D'accord. Tout est audacieux cet tu prends une après-midi. chaise. Donc tu peux prendre une chaise et rester avec Tu nous. viens de mettre avec nous. Parce que Il faut quand même que les vieux qui sont ici préparent la suite. Et c'est fondamental qu'on transmette le flambeau, mais on ne peut pas le transmettre à n'importe qui. Et j'ai l'impression qu'à toi, on peut le transmettre. J'espère.
Ah ouais, donc, non, mais c'est important. Tu parlais de 12 ans. 12 ans, l'enfance, il y a des tas de choses. On a tous été enfants. Je me tourne vers, mais on va revenir vers toi, Nathalie, vers Raphaël aussi. On en parlait récemment sur le moment où finalement on a des déclics, pourquoi on s'engage dans des activités qui paraissent un petit peu folles, difficiles à réaliser. Il y a quelque chose à voir avec les rêves d'enfants, comme Nathalie, on a des rêves, on a envie de faire des choses, et tout est possible. Tout est possible quand on a 12 ans. Et Raphaël, je crois qu'il y a quelque chose aussi qui s'est passé lors de ton enfance, ou en tout cas des mémoires, un regard d'enfant qui est resté et qui permet d'avancer comme ça toujours sur ces projets un peu fous. Bon, je ne sais pas si c'est quelque chose qui s'est passé. Moi, j'étais un enfant qui réfléchissait peu, en fait. Ça met du temps chez moi pour que je commence à réfléchir, à utiliser mon intellectuel. J'étais assis dans quelque chose où je faisais ce qui me passait par la tête. Voilà, j'étais vraiment dans une espèce de mouvement il y avait peu de réflexion, mais où j'ai essayé de faire des trucs qui, heureusement, n'ont jamais fonctionné. J'ai essayé de faire un deltaplane. Je pense à Bertrand, d'ailleurs. Voilà, j'avais 12 ans, j'ai monté tout un deltaplane. Heureusement que je n'ai jamais volé, parce que je pense que je ne serais pas ici actuellement. Donc, moi, les choses ont pris plus de temps. J'avais cette chance d'avoir une espèce voilà, d'insouciance. Moi, c'est l'insouciance vraiment qui a bercé mon adolescence, ma vie d'enfance. Voilà, je faisais des choses un peu comme elles se présentaient. Et c'est des rencontres. J'ai rencontré des gens incroyables qui m'ont emmené voler, qui m'ont emmené faire de la montagne, qui m'ont emmené naviguer. Et puis, à un moment donné, il y a eu un déclic. Et puis, je me suis dit, OK, ben, il faut essayer maintenant de commencer à réfléchir et puis d'en faire quelque chose de tout ça, finalement, de ces rencontres, de ces passions, d'essayer d'en faire quelque chose qui soit utile pour l'intérêt général et qui, moi, à titre individuel et quelque part égoïste, nourrisse mes envies d'aventure. On va parler aussi de cette aventure ou de cette audace utile, parce que ce qu'ont fait les pilotes de l'aéropostale, c'est beaucoup d'audace, beaucoup de prise de risque, beaucoup de danger, mais avec une finalité qui sert à quelque chose. C'était relier les gens entre eux à une époque où c'était quand même, on n'avait pas Internet et tout ça, c'était très difficile. Ça prenait beaucoup de temps d'envoyer un courrier de Paris jusqu'à Casablanca ou Dakar. Et donc finalement, tous les risques qui étaient pris, c'était aussi pour servir à quelque chose. Donc ça, pour ça, on va en reparler. Mais tu parlais de déclic. De déclic, alors, Nathalie, là aujourd'hui, c'est peut-être un déclic. Hein. C'est peut-être un déclic qui est en train de se passer. Hein. Donc on va continuer, mais tu vas rester ici. Les déclics, il y en a eu. Vous vous souvenez, alors tu en parlais avec cette photo de Bré, finalement, elle est revenue à ta mémoire, peut-être aujourd'hui, grâce à ce qui s'est passé, mais à un moment, il y a quelque chose qui s'est passé qui a basculé dans l'envie ou la motivation ou la confiance qu'on pouvait avoir pour faire quelque chose. Laurence, tu te souviens peut-être d'un moment comme ça qui a été déterminant, ou Catherine, ou Jean-François? Est-ce que vous avez des... Alors, les micros sont... Voilà. Catherine, peut-être? C'est simplement un vol avec mon père, effectivement, j'avais 8 ans, et il m'a emmené voler, et je pense que ce jour-là, ma conception du monde a changé, parce que je crois que tous les humains ont rêvé de voler, parce que de rejoindre un peu le cosmos, qui était le domaine des dieux. On pouvait longtemps pas y aller, on a commencé assez tard, on aurait peut-être pu y aller avant des ailes du bois, on aurait peut-être pu voler plus tôt, mais il fallait respecter ce domaine des dieux. Et puis, ensuite, les humains ont commencé à voler. Quand j'avais 8 ans et que j'ai vu ça, ma conception du monde a changé parce que je me suis rendu compte de l'importance et du fait qu'on était tous reliés. On en parlait à un moment, que tout est relié. Et ce monde qui était quand même si compliqué, d'aller à l'école, ça va jamais, on a toujours des gros ennuis avec un petit cercle qui est là. Tout d'un coup, je le voyais de beaucoup plus loin, mais ça n'était que ça, Donc, il y avait, grâce au vol, grâce à cette possibilité de prendre du recul, que les astronautes ont encore pris davantage, qui nous ont permis de nous rendre compte exactement de ce qu'était la planète dans l'univers, de sa place, je pense que ce vol a vraiment changé ma vie. Et à partir de là, j'ai commencé à essayer d'élaborer ce que j'allais choisir là-dedans. Mais voler, je ne me suis jamais posé la question, c'était devenu nécessaire. Évident, quoi. Après juste cet instant, ce moment, Jean-François, ça a existé aussi. Alors, il y a aussi l'expérience de l'astro, mais un déclic, un moment où on bascule sur autre chose. Le déclic, en fait, il est triple au même moment. Comme Bertrand, c'est assister aux missions Apollo sur la Lune. Au même moment, mon père, pilote de chasse, à ce moment-là, était pilote de Mirage 4. Et une fois au retour d'un vol, qui avait duré 15 heures, je ne sais pas, avec ravitaillement en vol, au-dessus du Groenland, au milieu des aurores polaires. Et quand il me racontait ça, alors il n'avait pas le droit de parler de sa mission, du contenu, mais il parlait de ce qu'il voyait, ce qu'il vivait. Je me dis, ouais, je veux voir ça, je veux vivre ça. Et puis au même moment, donc j'avais 13, 14 ans,
entre 12 et 14 ans, et je regardais à la télé les séries Star Trek. Et ça me fascinait. C'était pas du tout dans les décors, il faut voir un décor nul à l'époque, mais tout dans les relations interpersonnelles, et le principe de la téléportation me fascinait. Donc très tôt, j'ai commencé à faire des avions télécommandés. Et j'adorais tout ce qui volait. J'ai fabriqué des boomerangs, des planeurs, des motoplaneurs, des cerfs-volants à 4 fils, qui sont difficiles à piloter. Donc c'est presque naturel que j'ai passé tous mes brevets sportifs de parachutisme, mon brevet de pilote privé, et puis, bien qu'adolescent, à 15 ans, j'admirais mon parrain qui était médecin, je voulais être médecin ou architecte parce que j'aimais bien dessiner, construire avec mes mains. Quand j'ai commencé mes études, à cause de ces facteurs de ce qui est lié au vol et à l'espace, je voulais être télécommandeur de sondes interplanétaires. Voilà, je voulais travailler sur des vaisseaux spatiaux qu'on invente ici, qu'on commande d'ici, et qui vont faire là-bas à des milliards de kilomètres ce qu'on veut ici. C'est une forme de téléportation en fait. Le principe d'augmenter l'être humain par des machines qu'on est capable d'inventer et qui sont capables de nous faire des choses que le corps tout seul ne peut pas, c'est ça qui me bottait, quoi. Et c'est ce que j'ai commencé à faire. Mon premier projet, c'était une sonde franco-soviétique, j'étais au CNES à côté, qui s'appelait Vega. C'est une sonde qui allait étudier la planète Vénus, la comète de Halley. Et puis, j'avais 25 ans quand le CNES a lancé un appel à candidature pour constituer le deuxième groupe d'astronautes français. On est en septembre 84. Et puis, je me dis, il faut que j'essaye. Et tout le monde autour de moi, mais vas-y. Et puis, donc, j'ai passé toutes les étapes. Et puis, à 26 ans et demi, voilà, j'ai été accepté. Donc j'ai de la chance, parce qu'à la fin, il y a toujours plus de candidats qu'il y a de places. Alors pourquoi moi, pas lui ou elle? Ce jour-là, j'avais une étoile qui m'a dit, ça tombera sur toi. Et après, mon aventure astronautique dans l'espace a démarré de là. Mais c'est vraiment les rencontres, et puis l'époque. Nous, on a grandi à une époque où, ado, où on est une éponge, on absorbe tout. On voit des personnes qui marchent sur la Lune. Je me suis dit, c'est dingue, c'est des gens... Je n'ai pas pensé à la guerre américano-soviétique. C'est des gens comme moi, des humains comme mes parents, qui sont en train de marcher là. Et sur la moitié de la télé, il y avait le président Nixon. Je me dis, ils sont sur la Lune, ils sont en train de parler à un gars qui est sur Terre. C'est dingue. Et ça me fascine. Donc ces moments-là qui font basculer, Laurence, je ne sais pas. Alors, il y a l'épisode que tu as relaté avec ce 8700 mètres... Cette frustration, peut-être aussi, qui a fait naître autre chose. Mais avant ça, pourquoi partir déjà sans oxygène dans l'Everest? Pourquoi faire ça en fait? Qu'est-ce qui a provoqué? Parce que j'aime pas les moyens artificiels et que pour moi, quitte à être une alpiniste qui commençait à être reconnue, je voulais pas utiliser un moyen que je semblais pas juste pour atteindre mes objectifs. Donc ça a été quelque chose, une éthique qui m'a poursuivie toujours, qui accompagne ma vie. Et pour reparler de ce déclic, je me souviens, j'avais 6 ans, 7 ans, j'étais sur un pont, c'était à Lyon, et tout d'un coup, il y avait l'horizon qui s'élargissait. J'ai pris une grande bouffée d'air frais, et je me suis dit, ouais, je vais faire quelque chose de grand dans ma vie. Mais je n'avais strictement aucune idée de ce que je pouvais faire. Et en plus, j'étais dans un milieu extrêmement contraignant, qui me mettait un peu dans une boîte, comme une sorte de piège, de prison, dans lequel je ne me sentais pas du tout bien. Et là, j'ai compris qu'il allait falloir que j'utilise mon énergie pour sortir de ce contexte. Et ce qui est très important aussi, que j'aimerais dire aussi à Nathanaël et aux autres, c'est qu'en fait, il n'y avait pas de calcul. C'est juste une aspiration vers la créativité, vers la liberté, vers l'expression personnelle. Et après, les choses se sont enchaînées, j'ai prouvé de quoi j'étais capable, et petit à petit, les gens m'ont entourée, se sont reconnus dans mes projets, et finalement, on a avancé ensemble vers quelque chose qui a été grandiose, en fait. Donc, c'est vrai que ce manque de calcul, pour moi, est quelque chose d'important à dire, et il y a aussi cette notion d'engagement et de courage qui fait partie de l'audace, qui est le sujet aujourd'hui. Donc, les choses ne sont pas faciles. Voilà, et je rejoins encore la discussion qu'on a eue hier, qui est celle de l'authenticité, pour ne pas se tromper d'objectif. Donc on peut tâtonner, on peut faire des erreurs, mais il faut être ce que l'on est en vrai.
Ça, c'est vraiment très très important. Voilà. Donc, un déclic sur un pont, donc à Lyon, Ouais. alors, je sais que pendant ce temps, chacun est en train de chercher son déclic, vous avez tous des déclics, hein, donc vous êtes en train de le faire, on est bien d'accord. Le petit déclic qui a fait basculer, ça peut être pour n'importe quoi en fait, hein, dans sa vie. Le déclic c'est peut-être aujourd'hui, Nathanaël, micro. On revient vers toi. Donc, tu vois, tout ce là bon, ils avaient 6 ans, 12 ans, ils imaginaient des choses à cause de ces moments clés. Toi là, aujourd'hui, qu'est-ce que toi tu imagines par rapport à ce que tu aimerais faire qui peut peut-être changer quelque chose? Alors, passionné d'aviation, est-ce que tu as quelque chose en tête que tu aimerais faire là maintenant? Alors, maintenant, voilà ce que j'aimerais faire. C'est vrai que je m'imagine bien faire un peu comme Jean-François Clairvaux, c'est d'aller dans l'espace, mais avec des avions totalement écologiques et pouvoir explorer un peu cet univers. Et ma maman, la dernière fois, elle me disait, s'il faut, quand tu seras grand, je ne prendrai pas l'avion pour aller en Chine, mais je prendrai l'avion pour aller garder tes petits-enfants sur la Lune. Et c'est vrai que ça, moi, j'aimerais bien que ça puisse se réaliser comme ça, mais aussi de façon écologique en gardant, parce que quand on voit aujourd'hui les problèmes climatiques qu'il y a et tout, c'est vrai que je me dis, ce serait bête d'aller sur d'autres planètes en faisant les mêmes erreurs qu'on a fait durant les dernières années. Donc c'est vrai que c'est pour ça que, en prenant du recul et en allant toujours plus loin, prendre des moyens de transport pour aller, qui sait, peut-être sur Mars un jour et faire une sorte de nouvelle Terre sur Mars. Voilà. Ok, bon, tu vas rester avec nous encore un petit peu. Ben oui, donc on ne sait pas ce qui va se passer, en effet, tu as raison, parce que quand vous avez aussi imaginé ce futur, on ne sait pas comment il va être. On ne sait pas comment il va Vous être. comprenez pourquoi je me suis pris d'amitié pour Nathanaël quand je l'ai rencontré il y a 20 minutes. Moi, j'ai l'impression que quand j'avais l'âge de Nathanaël, c'était le pire moment pour être explorateur. Parce que l'être humain avait marché sur la Lune, et moi j'avais l'impression qu'il n'y avait absolument plus rien à découvrir. Et j'étais un peu déprimé en me disant je vais être un grand explorateur, mais il n'y a plus rien à faire, je suis né trop tard. Et là j'ai commencé à développer dans mon cœur une boussole qui montrait non pas le nord, mais l'inconnu. Tout ce qui n'avait pas été fait, tout ce qu'on me disait qui était impossible. Et c'est cette boussole-là qui m'a guidé, parce que chaque fois que je voyais quelque chose qui était différent, je me disais, ça j'essaye. La seule chose que je n'ai pas essayé, c'est la drogue, parce que je trouvais que ça n'avait pas d'intérêt. Mais après, j'ai essayé plein de trucs, et je me disais, ça me convient, ça me convient pas. Et finalement, en suivant ces zigzags, j'ai fait de delta, de l'ULM, de la médecine, de l'hypnose, du ballon autour du monde, de l'avion solaire, etc. Et ce qui m'a fasciné, c'est que chaque fois, c'était en fait des déclics par rapport à l'habitude et par rapport aux certitudes. Et si je vous dis ça, c'est parce qu'en fait, le but, c'est pas qu'on se gargarise entre nous de tous nos rêves réalisés. Le but, c'est de partager avec vous ces moments de rupture. C'est des ruptures entre ce qu'on a toujours fait, ce qu'on a toujours pensé, et ce qu'on pourrait penser et qu'on pourrait faire autrement. Alors évidemment, si on est totalement content de tout ce qui se passe, totalement content de tout ce qu'on pense et de tout ce qu'on fait, on ne va jamais devenir un explorateur. On va rester dans nos habitudes et dans nos certitudes, on ne bougera jamais. Donc je pense que l'exploration, elle vient d'un moment de frustration. Il faut être frustré parce qu'on se dit, le monde n'est pas comme on aimerait. L'être humain n'est pas comme on aimerait. La vie n'est pas comme on aimerait. On aimerait faire autrement, on aimerait faire mieux, on aimerait faire différemment. Et puis on essaye. Et ça, c'est pas seulement pour aller dans l'espace ou pour voler. Vous n'êtes pas tous des gens qui allaient aller dans l'espace, vous n'êtes pas tous des gens qui allaient voler, mais vous êtes tous des gens qui pouvaient vous mettre en rupture par rapport aux habitudes et aux certitudes qui empêchent d'aller plus loin. Et ça, c'est des moments que vous devez identifier dans votre vie. Et chaque fois qu'il y aura ces moments,
vous verrez qu'il y a des gens qui vous diront « Non, non, mais attends, pourquoi tu veux changer? Pourquoi tu veux faire ça? Mais c'est pas possible. Puis en plus, tu as toujours fait comme ça. Alors pourquoi tu voudrais faire autrement ?» Et là, je crois qu'il faut se poser une question. Est-ce que la récompense que je vais atteindre est plus importante ou non que l'effort que je vais faire? Et tous ceux qui sont là, ils ont pris énormément, enfin, ils ont accepté de faire énormément d'efforts, de prendre énormément de risques, de rater, simplement parce qu'on s'est tous dit, la récompense va être beaucoup plus importante. Quand on postule pour être astronaute, il y en a un qui est pris sur 2000, il faut quand même un sacré culot pour postuler. Oui, mais on sait que si on ne postule pas, il n'y a aucune chance. Mais si on ne postule pas, il n'y a aucune chance. Et si on postule, on accepte le risque de ne pas être pris et d'être déçu. Et le risque de rater, le risque d'être déçu, tout ça, c'est des choses qu'il faut accepter. Et ça peut être pour un enfant de changer d'école, de changer de but professionnel, ça peut être de déménager pour des parents, ça peut être de se sacrifier pour que tes enfants puissent faire des études, ça peut être tout, mais c'est pas forcément des choses spectaculaires, c'est ça que j'ai envie de dire, parce que sinon on va créer un fossé hyper profond entre la scène et ceux qui sont venus voir, et tout le monde va sortir complètement déprimé en disant « Il y a 5 types qui ont fait, femmes et hommes qui ont fait des trucs incroyables, nous on n'arrivera jamais ». Et en fait, le message qu'on veut faire passer, c'est exactement le contraire. C'est vous pouvez tous faire ce que vous voulez, à condition de faire votre rêve à vous et pas celui des autres. Parce que quand on essaie de faire le rêve de quelqu'un d'autre, c'est très décevant. Mais votre rêve à vous, dans ce que vous voulez, votre boussole à vous, l'inconnu, le doute, la rupture, frustré par rapport à quelque chose, on essaie de faire autrement, ben ça, tout le monde peut le faire. Et finalement, cet esprit d'explorateur, c'est quelque chose qui dort en chacun de nous, et tout ce qu'il faut, c'est le réveiller. Alors, chez lui, c'est déjà réveillé, chez nous aussi, tout le monde doit le faire, tout le monde doit le réveiller. Non, je voudrais dire quand même quelque chose, parce que un déclic auquel tu penses peut-être pas, mais moi je suis un peu jaloux et je t'envie pour ça, c'est que quand moi j'étais devant ma télé, toi tu étais assis sur les genoux de Van Braun, en direct à quelques kilomètres du bâtir, en train d'assister au décollage de la fusée que le gars sur lequel tu étais assis avait inventé. Et ça, quelque part, ça contribue aussi, je pense. Oui, mais j'avais l'âge de Nathanaël, et c'est vrai que Wernher von Braun, le jour avant le décollage d'Apollo 11, m'a dit « Tu vas regarder où le départ ?» Et j'ai dit « Je ne peux pas aller au stand VIP parce que je suis trop jeune, je n'ai pas 16 ans, donc je ne sais pas très bien où je vais aller. » Il m'a dit « Écoute, alors je t'embarque avec moi, tu dormiras dans la chambre d'hôtel avec mon fils, et demain, mon chauffeur vous amène tous les deux sur le pas de tir. » Et quand j'ai vu que quelqu'un qui avait passé sa vie à envoyer une fusée sur la Lune, qui allait réaliser le rêve de sa vie le lendemain, s'occupait d'un petit garçon de 11 ans, je me suis dit, ça c'est incroyable, et ça il ne faut jamais que j'oublie. Et chaque fois que je vois un enfant qui aura cet âge, il faudra que je fasse quelque chose pour lui. Bon, donc là, Bertrand, c'est quasiment un Bertrand. C'est quasiment un Bertrand. Mais il a des projets, Bertrand Piccard, encore. Hein. Et donc, maintenant, tu as compris, il va te tenir au courant, bien au courant de ce qui va se passer. Et moi, si toi, bon, je profiterai aussi de ce moment, mais cheminement, bon, on est tous d'accord que là, on va te donner les billes, Nathanaël, tous là, on va te donner les billes pour réussir à faire ce que tu as envie de faire. C'est ça, en fait, le but du jeu. Donc on va continuer, il a dit, il faut suivre son chemin, il ne faut pas écouter les autres, il faut écouter toi, il faut bien se connaître. Ceci, c'est pas évident, hein, mais ça prend du temps, c'est un cheminement, Catherine aussi. Ça prend du temps, c'est intéressant ça. Oui, parce qu'on est en train de parler de déclic, on en a tous besoin, c'est certain, mais ce qui est certain dans cette audace, dans cet anticonformisme dont on a besoin pour se trouver des buts élevés, c'est une question aussi vraiment de passion d'abord, mais aussi de patience. C'est pas un one-shot, ils n'ont pas fait, tous ces gens-là, un truc. C'est toute leur vie qui est orientée. D'ailleurs, on parle de tes futurs projets. C'est-à-dire que c'est vraiment une question de passion et de patience. C'est deux mots qui ont la même racine et qui sont inséparables. On ne transforme pas, on ne réalise pas une passion ou une façon de vivre. C'est une forme de vertu, de force qui vous pousse vers des choses qui sont effectivement très différentes suivant les uns les autres et chacun doit trouver la sienne. Mais on a besoin de ce temps-là, à la fois pour
identifier le but, en se disant qu'il n'y a pas de but sacro-saint. On va évoluer, on va changer. Il y aura plein d'échecs qui vont peut-être nous forcer à changer un petit peu, mais c'est de toujours être dans cette même dynamique, de continuer, d'accepter les risques, de les gérer surtout, d'avoir ce courage-là, mais toujours dans l'idée que c'est pas one shot, c'est vraiment l'affaire de toute une vie. C'est un état d'esprit. Et la patience, c'est le temps que vous allez prendre, c'est pour nous éventuellement l'entraînement, c'est la préparation, c'est l'équipe. On a besoin des autres, pas seulement parce qu'on a besoin d'une équipe pour réaliser, mais on a besoin, pour avoir de l'audace, on a besoin que ça intéresse, donc que ça ait un sens, que ça intéresse les autres, de les intéresser, on a tous besoin les uns des autres et de continuer toujours ensemble un long chemin. On mourra avec cet état d'esprit et en fait il est possible pour absolument tout le monde et c'est l'occasion de trouver sa voie et de se dire que voilà, l'histoire c'est pas de faire un truc génial, c'est de continuer d'une façon, d'une ouverture d'esprit qui va vous donner tout ça. Donc finalement, être audacieux, est-ce que c'est pas aussi être utile aux autres? Et est-ce que c'est pas ça, en fait, qui rend audacieux? Parce que finalement, si ça ne sert à rien ce qu'on fait, je veux dire, si on ne peut pas le partager avec d'autres, ou si ça ne peut pas progresser quelque chose, ou si ça... Parce que tu l'as dit, Nathanaël, toi, ce que tu veux, c'est que ce soit aussi un respect et un environnement, parce que pour aller dans le sens que disait Bertrand, ça ne satisfait pas cet espace-là. Aujourd'hui, finalement, tu voudrais qu'on puisse se déplacer en respectant mieux l'environnement. Donc, tu veux aussi que ça serve à d'autres personnes, et après la même, et ça... Tout simplement, réaliser sa vie comme on la voulait, comme on l'a imaginé, réaliser ses objectifs, et avec les autres, mais c'est tout simplement continuer son chemin et faire ce qu'on a décidé de faire, sans s'imaginer que c'est impossible. Et Raphaël, peut-être aussi par rapport à cette notion d'aventure utile, d'essayer par la démarche, les activités qu'on va développer, de faire bouger les lignes aussi sur les usages. On dit éco-explorateur, éco-aventurier, donc ça va intéresser Nathanaël. S'aventurier, oui, c'est ça, c'est la même chose. Qu'est-ce que tu pourrais dire à Nathanaël par rapport à ça? Bon, moi je trouve que Nathanaël a des super idées, mais moi je pense qu'on doit tous être audacieux aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on fait face quand même à un défi énorme, qui est celui des changements climatiques, qui est celui qu'on doit quitter les énergies fossiles, et puis ce changement, il va demander de l'audace. Et malheureusement, je pense que dans le monde qu'on connaît aujourd'hui, ça manque d'audace du point de vue politique, du point de vue industriel. Alors il aimerait aller qu'on transforme Mars en une planète magnifique. Moi je dirais, par contre, Nathanaël, ce qu'il faut, c'est déjà protéger cette planète. C'est notre camp de base. Et ça demande de l'audace. On doit tous être audacieux aujourd'hui. Peut-être pas tout le monde, mais la majorité de l'humanité va devoir être audacieuse pour que les politiques changent, pour que l'industriel change, pour qu'on arrête de faire ce qu'on fait sur cette planète. Et mon engagement, moi je ne suis pas aventurier, là j'aimerais juste peut-être préciser. Bertrand, oui, c'est un scientifique, c'est un médecin. Moi je suis ingénieur, donc je ne suis pas un scientifique, je ne pourrais pas me considérer comme un aventurier. J'essaie de faire de l'exploration, de l'écologie expérimentale pour que finalement montrer les solutions. Il y a beaucoup de gens qui parlent des problèmes, et je pense qu'il faut aussi parler des solutions. Et il faut de l'audace, mais notre société doit avoir de l'audace. On doit montrer le chemin. Si nous, en Europe, des pays comme la France, comme la Suisse, on a un tel savoir-faire, on a une économie puissante, si on n'est pas capable de montrer le chemin et de se libérer de ces énergies fossiles, je pense qu'on court à la catastrophe, et on va aller nulle part, en fait. On n'aura tout simplement aucune chance d'aller au-delà de notre planète. On va même plus pouvoir vivre sur cette planète. Quand même savoir c'est ce qui nous attend. Donc je pense qu'il faut de l'audace, on doit tous être audacieux si on veut continuer de pouvoir vivre sur cette belle planète tous ensemble. Alors cette audace, donc on va perpétuer ici par tous ces événements, cette programmation. Alors vous savez, on exploite l'envolée pionnier, on exploite aussi la Cité de l'Espace, c'est les mêmes équipes, et la Cité de l'Espace. Alors notre audace à la Cité de l'Espace, c'est justement de considérer finalement tous les bâtiments, tout ce qu'est la Cité de l'Espace comme un vaisseau spatial, et le rendre au maximum autonome énergétiquement. Ça, c'est un objectif qui a été fixé. C'est dur, c'est difficile, il va falloir faire des efforts, il va falloir réfléchir, mais finalement, c'est un objectif aussi qui va juger ça, parce que c'est vraiment les propos de Raphaël qui m'y font penser, de l'audace aussi pour rendre finalement un vaisseau spatial qui est la Cité de l'Espace autonome, comme beaucoup de technologies qui sont développées pour aller sur la Lune, pour aller sur Mars, où l'autonomie sera très importante. Mais alors j'aimerais donner la parole à quelqu'un, puisqu'on parle de ça, ça va t'intéresser, Nathanaël. C'est Simon Bernard, il est juste en face de moi, je vais lui donner un micro. Parce que, alors,
Donc, les personnes qui sont autour de moi, vous l'avez compris, font partie des Latécoère Explorers. Donc, il y a un nouveau membre maintenant, c'est Nathanaël, Pierre Elzer, donc tu vas pouvoir régler tout ça. Mais il y en a bientôt aussi un nouveau, lui, qui est juste en face de moi, donc je te donne le micro, Simon Bernard, qui, alors, éco-explorateur, je ne sais pas comment tu te définis par rapport à ça, mais qui a des choses aussi à nous raconter par rapport à ça. Tu vas voir, ça va t'intéresser, Nathanaël. Simon, quel est ton projet à l'heure actuelle et où tu en es par rapport à tout ça? Merci pour l'invitation. Alors moi j'ai cofondé un projet qui s'appelle Plastic Odyssée, ça fait 7 ans. Et depuis 1 an, on parcourt les 30 pays les plus touchés par la pollution plastique avec un navire qui fait 40 mètres, qui est un laboratoire du recyclage de toutes les solutions pour réduire ou recycler le plastique, qui est actuellement en Colombie, qui est parti de Marseille l'année dernière. On a fait une partie de l'Afrique, Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest, on a traversé l'Atlantique et maintenant on est en Amérique du Sud. Et moi à l'origine, ce qui me motivait, ce que je raconte souvent, c'est que quand j'étais petit, je voulais être inventeur. Moi c'était ça qui me passionnait, c'était inventer des choses, faire des trucs qui n'avaient jamais été faits. Donc depuis tout petit, j'ai des plans chez moi de baignoires, recycler l'eau, de trucs qui... Pas parce que c'était une problématique actuelle, puisque finalement l'environnement, les problématiques écologiques, on n'en parlait pas trop quand j'étais petit, mais pour moi c'était un défi à résoudre. Et c'est ça qui m'a toujours motivé. Mais on m'a dit un jour, tu sais, inventeur c'est pas un métier, il faut que tu fasses autre chose. Et ingénieur, ça me parlait pas tant. J'avais cette image de quelqu'un derrière un ordinateur qui travaillait, j'avais envie d'explorer finalement. Et donc j'ai rejoint la marine marchande pour devenir officier de marine marchande, qui me faisait rêver aussi. Et assez rapidement, vu qu'on ne pouvait pas découvrir grand-chose et qu'on suivait un trait sur une carte et qu'il n'y avait pas beaucoup d'exploration là-dedans. Et donc petit à petit, j'ai découvert le milieu de l'exploration. En 2015-2016, j'ai rejoint un jeune aventurier, Corentin de Châtel-Perron, vous connaissez peut-être, qui avait bricolé un bateau, nomade des mers, et qui partait faire le tour du monde pour aller explorer les low-tech. Les low-tech, c'est des solutions simples, faciles à construire, à utiliser, à répliquer, donc on trouve plutôt dans les pays du Sud, mais qui peuvent servir à tout le monde. Et ça m'a passionné, me dire que finalement, il y a des choses à explorer, il y a de l'innovation, et que l'innovation, en final, on la trouve beaucoup dans les pays qui sont sous contrainte. Quand on est sous contrainte, on innove énormément, et ça me passionne depuis, et donc on fait ce tour du monde uniquement dans des pays sous contrainte, dans des pays à bas et moyens revenus, et je passe la plupart de mon temps dans des quartiers informels du Caire, République dominicaine, en Colombie, pour aller découvrir, explorer comment transformer ces déchets plastiques qui polluent aujourd'hui pour en faire quelque chose d'utile, et comment est-ce que ces belles innovations, ces solutions que personne ne connaît, puisque c'est dans le fin fond d'un garage, et que c'est bien souvent une économie informelle, comment est-ce qu'on fait pour la partager, pour qu'un maximum de gens s'en emparent et puissent répliquer ces solutions pour pas que le plastique arrive dans l'océan. Ça, c'est ce qui me passionne. Donc finalement, je ne sais pas trop comment je me qualifie, parce qu'il y a une part d'exploration, d'invention qui est hyper importante et qui m'anime beaucoup. Et on est à la frontière de plein de choses, puisqu'on est entrepreneur aussi. Pour arriver à faire en sorte que ces solutions elles émergent, il faut qu'elles soient rentables économiquement, il faut qu'elles aient une réalité économique sur le terrain. Donc on a un volet aussi d'entrepreneuriat, d'arriver à faire des solutions qui fonctionnent aussi concrètement. Alors l'audace, ça te parle aussi. L'audace, tu te sens audacieux, et comment ça se traduit? Parce qu'il faut, comme le disait Catherine, affronter aussi parfois des problèmes, être persévérant. Je crois que c'est un peu le cas aussi, non? Il faut oser dire. C'est vrai qu'au début, ça commence par beaucoup de naïveté. On a juste envie de faire quelque chose, on se lance, on n'a aucune idée de ce que ça va représenter. On s'est mis à acheter un bateau qui fait 40 mètres, qui ressemble un peu à la Calypso du commandant Cousteau, sans vraiment savoir ce que c'était. On était marin, mais avec mon associé, on est officier de marine marchande, mais en final, on ne savait pas ce que c'était que d'avoir un bateau comme ça. Et c'est là où on a découvert la réalité, l'audace, de partir de rien, de se retrouver avec un projet aussi grand. Et donc l'histoire, c'est qu'on a eu énormément de galères. Le chantier du bateau devait durer 6 mois, il a duré 3 ans, il devait coûter 400 000 euros, ça a coûté 3-4 millions d'euros, je ne peux pas forcément compter parce que c'était assez déprimant. Mais on a enchaîné 3 ans, à chaque fois on se disait, bah, ça y est, c'est la fin, c'est le vice caché, c'est la galère de trop, on a eu de l'amiante, on a eu
toute une partie de la coque à refaire. On a vraiment eu, c'était un parcours du combattant. Patrick Dexon, qui est aussi un aventurier qui travaille sur le plastique, disait, au départ du bateau, il disait, il y avait l'échelle de Richter pour les séismes, maintenant il y aura l'échelle de Plastic Odyssey pour les galères, tellement ça a été un truc incroyable. Et je crois que ce qui, moi, me parle quand on parle d'audace, c'est l'incertitude. Et en fait, là où je pense on a tous dû faire face à ça, à cette incertitude. Et c'est ça qui fait qu'on n'y arrive pas. Si on arrive à faire avec l'incertitude, on a tous pu le ressentir pendant le Covid. Le confinement, on ne sait pas combien de temps ça dure, on est en plein dans l'incertitude, c'est hyper inconfortable. On ne sait pas ce qui va devenir, ce qu'on va devenir, on ne sait pas combien de temps on va rester enfermé. Mais nous, on était pareil, on était sur notre chantier de bateau et on ne savait pas quelle était la prochaine facture qui allait tomber, quels étaient les prochains travaux qu'on allait devoir faire. Et donc, on était obligé d'avancer, on n'avait pas le choix, on ne pouvait pas dire on arrête, on fait pause, le bateau est là, il nous appartient, donc il faut en faire quelque chose, il faut soit le mettre à l'eau, soit le mettre à la casse. Même le mettre à la casse, ça coûte de l'argent. Et donc, on a avancé dans l'incertitude, dans un brouillard. Et moi, j'avais cette image à un moment donné, un peu comme en escalade. J'aime bien faire un peu d'escalade aussi. Et j'avais ce sentiment d'être bloqué sur une paroi en me disant, là, il y a deux solutions. Soit je me laisse tomber dans le vide, soit je pousse sur ma jambe et j'essaie d'attraper une prise que je n'ai pas vue. Et en faisant ça, en poussant, tac, on sent qu'il y a une main qui se tend, une petite prise qu'on n'avait pas vue, et on finit par passer le passage un peu délicat. Et avancer. Et on a vraiment avancé dans l'incertitude comme ça. Et je crois que pour moi, l'audace, c'est ça. C'est vraiment l'incertitude et la possibilité de faire avec à un moment donné pour avancer. Bon, voilà, alors encore un témoignage, un autre conseil. Nathanaël, tu fais un peu d'escalade non, pas encore. Si magnifique l'escalade. Non, il est vraiment bien, Nathanaël. Pierre Elzer, je crois que. Merci beaucoup, en tout cas, Simon, pour ce témoignage. Alors, l'heure passe, le temps passe. On va évidemment vous donner aussi la parole, vous permettre de poser des questions à nos LaTeX experts ici présents. Olivia avec un micro qui va. Et voilà, on va le prendre comme ça, t'as raison, ce sera plus simple. Olivia qui est là, et n'hésitez pas, hein, on est entre nous. Voilà, allez, une première question là. Bonjour, messieurs, dames. Vous jeter à l'eau pour la première question. Elle ira pour monsieur Flicard. Vous avez expliqué dans votre livre, entre autres, que votre papa avait pu réaliser au cours de sa vie 5 de ses grands projets, mais qu'il en restait 45 dans les tiroirs. Alors, la question est pour vous, du coup, combien avez-vous fait de projets, vous, et combien il y en a encore dans les tiroirs? À la louche, on n'est pas à ça de près. Je ne sais pas comment compter ceux que j'ai déjà faits. Depuis le moment où mon prof de gym m'avait dit que j'étais un infirmateur cérébral, totalement incapable de réussir quoi que ce soit dans sa vie et qu'il fallait surtout être ni médecin ni ingénieur pour ne pas tuer quelqu'un. Donc, voilà sur quoi j'ai commencé. Donc, à partir de là, il y a beaucoup de succès. Chaque petite chose a été pour moi un succès. Non, mais c'est vrai, j'ai traversé l'Atlantique en ballon, j'ai fait le premier tour du monde en ballon sans escale, le premier tour du monde en avion solaire. Maintenant, il y a une chose qui reste parce qu'il faut évoluer avec son temps. Solar Impulse, c'était décarboné, mais c'était avec 16 escales. C'était un symbole, parce que je ne pense pas qu'on va rapidement voler avec des avions solaires, avec des passagers, en tout cas de manière commerciale. Donc il faut passer à quelque chose qui soit peut-être plus concret. Donc la prochaine expédition, c'est un tour du monde avec un avion à hydrogène sans escale. Il y a des projets d'avions à hydrogène qui sont bottom-up, où on prend des avions, on essaye de mettre des réserves d'hydrogène, on vole une demi-heure, etc. Puis ça va grandir peu à peu. Moi j'aimerais faire du top-down, c'est-à-dire montrer déjà ce qu'on doit pouvoir accomplir, et puis tirer toute la recherche et toute la confiance de l'industrie vers le haut. Contrairement à Solar Impulse, les professionnels de l'aviation me soutiennent. Airbus est dans le coup, Daher est dans le coup, Ariane Group est dans le coup, donc ça donne confiance. Donc, dans quelques années, j'espère pouvoir vous raconter ça. Pour l'instant, c'est un projet, c'est
peut-être des galères. On va voir sur l'échelle de Plastic Odyssey combien de galères on a, combien d'échecs on a. Mais je pense que la récompense est plus importante que l'effort, donc ça vaut la peine de le faire. Merci Bertrand. Autre question, n'hésitez pas, hein. Allez-y, allez-y. Ils sont là aussi. Pour ça, encore quelques instants, hein, parce qu'après, Jean-François, tu peux poser une question. Juste une question dans la salle. Si on vous donne un ticket pour aller dans l'espace, en orbite terrestre, quelques jours, on vous explique tout, on vous accompagne, on vous coach, quelques jours, il y en a combien qui seraient fanables pour y aller? Ah, quand même. On vous a pas fait trop peur. Michel, t'as levé la main? Et pour traverser l'Antarctique en solitaire et pendant l'hiver, qui serait partant? Il y en a un derrière, mais il y a beaucoup. 2, super, 3, ouais, Simon. L'avion hydrogène sera biplace. Qui c'est qui aimerait faire Là, c'est même pas la question, Bertrand. C'est déjà trouvé, hein. Donc, noté, hein, Nathanaël. Alors, autre question, allez-y. N'hésitez pas. Non, vous posez une question? Ah oui, non? L'audace, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Est-ce que... Non? Il y a une question là-bas. Ouais. À part le dernier témoignage du jeune tout à l'heure avec le bateau, vos expériences sont essentiellement individuelles. Enfin, dans vos témoignages plutôt, je voyais que l'audace était rattachée beaucoup à l'individualité. On a parlé de déclic, etc. Qu'est-ce que vous pensez de l'audace collective? On a parlé de l'environnement et d'une audace collective. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de possible? En fait, moi je pense que c'est comme les couples, il y a un homme, une femme et un couple. Donc en fait, je crois qu'il faut partir de l'individu, parce que c'est quand même l'individu qui va constituer l'équipe, et après il faut avoir le talent de mettre en œuvre chacun des caractéristiques ensemble pour créer quelque chose qui va aller au-delà de l'individu. Moi, je pense que pour qu'une collectivité se mette à être audacieuse, c'est comme pour un individu, il faut avoir une période de crise ou une période d'insatisfaction. Et vous voyez, dans les périodes les plus pauvres de l'Europe, il y a eu une immigration vers les États-Unis qui a nécessité une audace incroyable, parce que c'était un voyage dangereux, il y avait toutes les chances de se faire refouler à l'immigration américaine, de ne pas arriver à trouver du boulot, de se faire scalper par les Indiens. C'était extrêmement audacieux. Et s'il y a des millions d'immigrés qui sont partis aux États-Unis, c'est parce que la vie était extrêmement difficile en Europe. Et maintenant, on est dans une période où la vie est beaucoup plus facile, où il y a des assurances sociales pour tout le monde, des assurances chômage pour tout le monde, des caisses de retraite pour tout le monde. Et évidemment que c'est bien d'un certain côté, mais ça a aussi endormi l'audace. C'est-à-dire que maintenant, on vit avec des réglementations, avec des fonctionnaires, avec des bureaucrates qui appliquent des règlements, qui étouffent la créativité, qui empêchent la prise de risque. Et c'est dangereux. Et c'est dangereux. Donc aujourd'hui, avoir une audace collective en Europe, c'est extrêmement difficile. Et si vous voyez, l'audace collective, elle est en Chine. Parce qu'en Chine, ils ont faim, ils veulent absolument arriver à quelque chose. Il faut vraiment se poser la question maintenant. Je pense que sur le plan européen, c'est urgent de se réveiller, parce qu'on est en train de s'endormir et les autres sont en train de nous dépasser complètement. J'aimerais peut-être juste rajouter que tous les projets qu'on a faits, en fait, il n'y a pas de une audace individuelle au départ, mais après c'est une audace collective. Il faut une équipe qui nous suit, donc Bertrand était seul dans son avion, Laurence peut-être seul sur ses skis, mais derrière il y a une équipe, il y a des sponsors. Souvent on dit que c'est difficile à trouver des sponsors, mais un sponsor c'est quand même que ça demande de l'audace. Hein. Sur des projets où on ne sont pas sûrs qu'on réussisse, il y a peut-être un risque de mort, d'échec. Donc c'est quand même tous les projets qui sont ici, je pense que ce sont peut-être au départ un déclic individuel, mais ensuite c'est une aventure collective. Et c'est ça qui est incroyable, c'est de réussir avec une équipe. Et qu'une équipe finalement ose se lancer dans un projet qui a des risques d'échec, et puis finalement voilà, c'est le collectif qui va permettre la réussite de ces aventures. Je voudrais juste rajouter aussi, il y a plusieurs personnes qui sont
audacieuse sans le savoir. Et donc il faut à un moment donné un leader ou quelqu'un qui en a conscience et qui la catalyse. Saint-Exupéry disait, si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et tes femmes pour leur donner chaque détail. En gros, ne pratique pas le micromanagement. Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur de tes hommes et de tes femmes le désir de la mer. Et il y a des personnes qui ne le savent pas, mais une fois qu'on leur donne le désir de participer à un projet, après ils deviennent eux-mêmes audacieux, ils sont contents et ils ne veulent plus partir. Et ils s'approprient le risque dans l'équipe. Hein. C'est le cas pour Solar Impulse. Je veux dire, à un moment donné, et quand il y a des doutes, quand ça ne marche pas, ou quand l'aile casse, il y en a qui pourraient dire non, là, ce projet, ça a l'air de partir en vrille. Non, tout le monde s'accroche parce qu'à un moment donné, celui qui est audacieux concrètement, il entraîne et il fait éclore l'audace dans le cœur et dans l'âme de certaines personnes qui ne savent pas qu'ils étaient capables d'être audacieux. Est-ce qu'on vous donne le désir d'être audacieux? C'est ça finalement qu'on veut faire, qu'on va continuer à vouloir faire. Alors jusqu'en juillet, parce que 6 et 7 juillet, il y a cet événement dont on parlait, mais on va continuer quand même après. Et Nathanaël, tu fais quoi le 6 et 7 juillet 2024? C'est le début des vacances scolaires, hein. On l'a fait un peu exprès, tu vois. Oui, je sais, mais je sais pas. Tu sais pas? Mais moi je sais, en fait. Tu viendras ici, et tu viendras ici, alors certains d'entre eux seront sûrement, d'entre vous seront sûrement avec nous encore. Ce serait pas mal, non? Ah, mais moi, ça me va pas. Bon, mais écoute, on va arranger ça, on va prendre tes contacts, comme on dit, et puis on va avancer là-dessus. Est-ce qu'il y a encore une ou deux questions, et puis on va devoir arrêter, parce que déjà, l'heure tourne. Oui, allez, c'est parti. Oui, j'aimerais poser une question. Je vous ai écouté tout à l'heure, c'est vraiment très intéressant. L'audace a pour but la réalisation de quelque chose. Et je pense qu'on n'a pas abordé l'audace au niveau des idées. C'est-à-dire que je pense qu'on a besoin actuellement d'avoir de l'audace dans notre façon de penser. Et peut-être que ça va changer le monde, c'est aussi ça, quoi. Et je remarque qu'il y a pas mal de scientifiques qui ont de l'audace au niveau des pensées et qui sont arrêtés dans leur démarche. Qu'est-ce que vous en pensez? Juste un mot sur... Je disais, le Capitaine Kirk disait avec audace, là où on n'est jamais allé. Et c'est d'ailleurs ce qui me fait différencier le mot exploration du mot recherche. Le mot recherche, pour moi, c'est recherche d'une solution à un problème bien identifié, comme quand on recherche la solution d'une équation. L'exploration, au premier degré, c'est pas pour chercher une solution. L'exploration, c'est aller là où on n'est jamais allé pour contribuer à l'accroissement des connaissances. Plus vous explorez, plus vous découvrez et vous apprenez de nouvelles choses et vous élevez la connaissance globale de la société, parce qu'après vous vous rendez compte. Et avec le savoir vient la sagesse, puisque les guerres naissent souvent de l'ignorance, pas toujours, mais l'exploration, c'est mot à mot, aller là où on n'est jamais allé pour voir ce qu'il y a. Un bébé qui commence à peine à marcher à 4 pattes, vous le mettez dans le coin de votre salon chez vous, est-ce qu'il y reste? Non, il crapahute, il rampe, alors certains disent il cherche sa mère, mais en fait, il y a un instinct qui le pousse à augmenter ses connaissances sur son environnement. Où est-ce qu'il y a à manger, où est-ce que je peux me cacher, où est-ce qu'il y a des dangers. Et l'exploration, c'est ça. Maintenant, c'est devenu inconscient chez nous, mais c'est aller là où on n'est jamais allé et pas rester dans sa zone de confort. Et bien sûr, pour aller là où on n'est jamais allé, il faut l'audace, puisque l'audace, c'est oser faire quelque chose de différent de tout ce qu'on n'a jamais fait depuis le début de son existence. Donc, c'est pas toujours pour atteindre un but, hein, l'audace. Mais là, tu parles de l'action de nouveau. Et moi, j'aime beaucoup votre question sur la manière de penser. On doit absolument avoir le droit de choisir ce qu'on veut penser dans un monde qui nous dit quoi penser. Et comment ça se dit, le fait de choisir ce qu'on veut penser? C'est l'hérésie. Être hérétique veut dire, étymologiquement, qu'on choisit ce qu'on veut penser, indépendamment du dogme ambiant. C'est très dangereux de penser librement. Il y a 800 ans ici, les hérétiques étaient torturés et brûlés par l'Inquisition. Parce qu'ils avaient choisi de penser autrement et de croire en Dieu autrement.
Et nous, on doit rester hérétiques. On doit être des hérétiques. On doit remettre en question systématiquement toutes les manières habituelles de penser, parce que c'est comme ça qu'on arrive à évoluer. On ne va jamais évoluer en restant mainstream. On va évoluer uniquement en remettant en question ce qui a été admis par tout le monde. Et il faut quand même faire la boucle pour revenir à la TCOR. La TCOR a fait exactement ça. Les spécialistes lui disaient que c'était impossible, et il a dit maintenant je vais le faire. Et cette manière de penser-là, il faut la cultiver. Que ce soit sur le plan de l'aéronautique, parce que c'est ça qui nous anime, ou sur le plan de l'exploration, mais aussi sur le plan de la spiritualité, sur le plan de la religion, sur le plan de la science. Chaque fois qu'on vous dira quoi penser, partez en courant. Ça évitera aussi beaucoup de sectes et aussi beaucoup de clivages politiques, parce que alors j'ai oublié de dire, évidemment en politique, il faut être capable de penser autrement, parce que le spectacle qu'on a devant nous est absolument lamentable. Il faut absolument être capable de changer ces manières-là de penser. Bon, ben là, on n'est pas loin d'une conclusion quand même, hein, sur ces mots de Bertrand Piccard. Donc on retiendra l'hérésie de Pierre Georges, hein, qui finalement a permis tout ça, permis Montaudran, permis... Oui, Jean-François ? Et on remercie Marie-Vincent. On remercie Marie-Vincent qui est à l'initiative de la TCOR Explorer Club et de notre présence ici, puisqu'elle a eu l'idée il y a quelques années de réunir quelques explorateurs pour porter tous ces messages dont on vient de discuter. Ouais, donc merci à tous, merci Pierre Elzer aussi d'avoir permis l'organisation de cette rencontre. Merci à vous tous d'être venus, d'avoir passé ce temps avec nous, avec aussi tous les curieux et audacieux qui sont donc ici dans cette salle. Et merci Nathanaël pour ta contribution. De rien, non, mais vraiment ça fait plaisir. Et donc on va donc rester en contact, ça c'est sûr, le 6 et 7 juillet. Merci à vous tous.